Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le chapitre 21, donc sur l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. On va voir un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre le travail donc, que l'on vient de voir dans le chapitre précédent et les notions d'énergie potentielle et énergie mécanique que vous avez sans doute déjà vu au collège aussi. Mais on va rétablir tout ça. Et du coup, grand 1, du travail à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc petit 1, travail du poids, on l'a déjà fait. Mais on va faire ici un petit rappel puisque je vais vous refaire une démonstration que vous avez faite un peu à l'oral. Donc pour rappel, on prend un système de masse M, il se déplace d'un point d'altitude ZA à un point d'altitude ZB, dans le champ de pesanteur G uniforme. Nous avons déjà vu que quel que soit le chemin emprunté entre A et B, le travail est défini par, donc le travail du point entre A et B, c'est MG ZA moins ZB. D'accord ? Je vous avais fait une démonstration dans le chapitre du travail plutôt trigonométrique. Je vous avais parlé à l'oral d'une démonstration en vous disant que quand c'était perpendiculaire au poids, eh bien le posé scalaire était nul. Je vais vous refaire cette démonstration ici de manière plus claire, c'est-à-dire vraiment posée. Ça permettra, ces différentes méthodes vous permettront peut-être de bien comprendre pourquoi le travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est vraiment un truc qu'il faut bien avoir intégré. Ok, donc c'est parti pour cette démonstration. Donc je prends un objet qui part d'un point A à un point B. Le chemin suivi réellement est celui-là, d'accord ? Il pourrait être quelconque, et ce qu'on va voir, c'est que, en fait, eh bien justement, ça ne dépend pas du chemin suivi, c'est-à-dire que je peux faire comme si j'avais juste besoin de prendre en compte ZA et ZB. Donc on refait ça calmement. Le travail d'une force, c'est quoi ? Eh bien c'est la force scalaire, le déplacement. Donc je reprends ça. Le travail du poids, c'est la force scalaire de déplacement, c'est-à-dire P scalaire AB. Mais AB, je peux le décomposer avec la relation de Schall en introduisant un point H ici. Donc je projette le point A sur la droite définie par l'ordonnée ZB, et ça me donne H. Du coup, eh bien, vous êtes d'accord que le vecteur AB, je peux le décomposer en vecteur AH plus vecteur HB. Ça, c'est simplement des maths, c'est la relation de Schall. On peut voir que entre le vecteur P et le vecteur HB, on a 90 degrés, d'accord ? Donc entre P ici et HB, effectivement, j'ai bien un angle droit. Et entre P et AH, donc AH il est là, eh bien j'ai 0 degré. Du coup, je réécris mon produit scalaire. P scalaire AB, ça me fait P scalaire AH plus P scalaire HB. Et ça fait simplement P scalaire AH. Le terme HB s'en va. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, regardez, le poids P ici, il est comment par rapport à HB, on vient de le dire, égal à 90 degrés. Et du coup, P scalaire HB, ça fait bien 0. D'accord ? Si je fais P en norme, P fois HB fois cosinus 90, cosinus 90, c'est forcément 0, et du coup, ce terme-là se simplifie. Vous voyez que quel que soit le chemin suivi, d'accord ? Là, il n'y a que cette portion-là, mais je pourrais imaginer n'importe quel chemin, vous pourrez toujours décomposer ce chemin en une composante comme ça verticale, une autre horizontale, et il se trouve que la composante horizontale sera toujours nulle. C'est ce que je vous ai dit à l'oral l'autre jour. Et physiquement, comment il faut comprendre ça ? Eh bien, on ne lutte pas contre le poids lorsqu'on se déplace horizontalement. D'accord ? On s'en rend bien compte, quand on marche sur du plat, ou quand on fait du vélo sur du plat, on ne lutte pas contre le poids, et du coup, le poids ne travaille pas, et on n'a pas de mal vraiment à avancer. Par contre, si je vous demande de gravir un col de montagne, ou des escaliers, etc., là vous devez lutter contre votre poids, et bien justement, vous vous en rendez compte, et donc c'est beaucoup plus dur, d'accord ? Ça nous donne quoi du coup ? Eh bien P scalaire 1H fois cosinus 0, puisque là on avait une composante donc, qui était égale à 90 degrés, l'autre à 0 degré, entre P et AH. Donc cosinus 0 ça nous fait 1, c'est-à-dire que ça fait P fois AH en norme. Donc là on est bien passé en norme, là c'était vectoriel, là c'est en norme. Le poids en norme, je connais son expression, c'est mg, donc ça me fait mg fois AH, et AH, je peux l'écrire comment sinon ? Eh bien ZA moins ZH, d'accord ? Attention, il faut bien que ce soit positif, donc là avec un axe orienté vers le haut, il faut bien faire ZA moins ZH. Et ZH en fait, c'est quoi l'altitude de H ? C'est aussi l'altitude de B, donc c'est ZB, et du coup, le poids c'est bien mg ZA moins ZB. Voilà pour cette démonstration peut-être plus propre. Et du coup, on va élargir maintenant ce fait. Donc le travail ne dépend que des points de départ et d'arrivée. On dit, et là vous notez bien, que le poids est une force conservative. Ainsi, une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi est une force conservative. Donc là, c'est un cas particulier. En fait, lorsque le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi,
on dit que cette force est conservative. Le poids est le cas le plus classique, mais il y en a plein d'autres, que vous verrez plus tard. Voilà, donc vous notez bien ça, le poids est une force conservative. Si jamais ça dépend du chemin suivi, on y reviendra après, et bien là on dira que la force est non conservative. En quoi ça va nous intéresser? Eh bien justement deux énergies potentielles de pesanteur. Donc le poids étant une force conservative, on peut lui associer une énergie potentielle de pesanteur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on vient de voir que la composante horizontale n'intervenait pas. En fait, ce qui va nous intéresser dans ce travail du poids, qui je rappelle s'exprime en joules, donc c'est une énergie, c'est simplement la hauteur de l'objet. Donc en fait, un objet que j'ai ici, eh ben, il a moins d'énergie qu'un objet que j'ai là. Mais c'est pas vraiment une énergie qu'il a tout de suite, c'est pas comme l'énergie cinétique, une énergie due à sa vitesse, d'accord? C'est une énergie qu'il a simplement si je me mets à lâcher l'objet. C'est-à-dire qu'un objet ici, je le lâche, l'énergie est convertie en énergie cinétique, d'accord, elle accélère. Si je le mets un peu plus haut, eh bien si je le lâche, il va avoir une vitesse plus importante, donc son énergie cinétique va être plus importante. Mais vous voyez bien que tant que je n'ai pas lâché l'objet, cette énergie n'est pas libérée. Du coup, c'est pour ça qu'on va l'appeler énergie potentielle, puisqu'elle est potentiellement libérée. N'empêche qu'elle existe quand même, à partir du moment où je lâche l'objet, eh bien on voit cette énergie se transformer en énergie cinétique. De pesanteur, puisque justement ça ne dépend que du poids. Je rappelle que toujours on est en chute libre, on ne prend pas en compte les frottements de l'air, pas pour l'instant, etc. Et bien du coup, par définition, pour un point matériel de masse m situé à l'altitude z, l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz. Voilà, donc ça c'est à connaître. EPP égale mgz, il faut retenir que c'est une énergie potentielle de pesanteur. Plus je mets un objet haut, plus potentiellement il a d'énergie cinétique à libérer. D'accord? Quelques remarques. Alors déjà, cette énergie bien sûr est en joules, la masse est en kilogrammes, j'ai 10 mètres secondes moins 2 sur Terre, et Z en mètres. D'accord? Bon là c'est assez classique, il ne faut juste pas se tromper au niveau de ces unités. Ensuite, des remarques. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide dépend de son altitude Z, c'est-à-dire de sa position par rapport à la Terre. D'accord? Le terme potentiel signifie possible. Cette énergie ne se présente pas sous forme visible, contrairement à l'énergie cinétique. D'accord? On ne voit pas un objet qui a plus d'énergie cinétique qu'un autre, eh bien, il va avoir une vitesse plus importante ou une masse plus importante. Là, ça ne se voit pas vraiment. D'accord? Elle est en quelque sorte mise en réserve. Vous voyez bien, si je monte cet objet un peu plus haut, eh ben on comprend qu'il y a une réserve un peu plus importante d'énergie potentielle de pesanteur. Par convention, donc souvent on va prendre EPP égale 0 pour Z égale 0, c'est-à-dire qu'un objet posé au sol, donc le sol ici, n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Mais il est possible de choisir le niveau de référence pour l'énergie potentielle, EPP égale 0, à une altitude quelconque. Je prends un exemple, on imagine qu'on se met sur le toit du lycée, et on se demande quelle est l'énergie potentielle d'un objet quelconque. Alors vous prenez votre trousse, vous mettez sur le toit du lycée, et bien ça dépend par rapport à quoi, toujours. Si vous êtes sur le toit du lycée, que vous lâchez votre trousse et qu'elle tombe sur le toit, eh bien vous pouvez dire elle avait de l'énergie potentielle, enfin ma trousse avait de l'énergie potentielle, par rapport à cette altitude, définie, le zéro étant défini par le sol du toit, d'accord? Mais si vous le lâchez et que ça tombe dans la cour, et ben là, vous n'avez plus la même énergie potentielle, puisque le niveau 0, l'objet va pouvoir accélérer quand même beaucoup plus longtemps, le niveau 0, ça va être la cour du lycée. Bon, voilà, ça dépend simplement donc, de la référence que l'on prend. Il faut juste le définir, sinon souvent, si on ne définit pas, eh bien c'est le sol, on prend Z égale 0 au niveau de la mer pour 0 mètre. Voilà pour cette énergie potentielle de pesanteur. Voilà, ensuite, énergie mécanique. Eh bien ça va être tout simple, on définit l'énergie mécanique, donc on la note EM, d'un solide comme la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. EM, c'est donc égal à EC plus EPP. Je ne vous l'ai pas mis ici, vous pouvez mettre que tout ça c'est en joules, bien sûr, ce sont des énergies. Donc là c'est en joules, joules et joules. Là c'est peut-être un petit peu flou pour le moment. On va voir ça avec des schémas, ça va être un petit peu plus concret dans cette partie 2 justement. Donc 2, conservation ou non conservation de l'énergie mécanique. Alors justement il va y avoir deux cas au niveau de cette énergie mécanique, soit elle va se conserver, soit elle ne va pas se conserver. Donc, premièrement, force conservative, exemple de la chute libre. Donc on va prendre un cas où j'ai que des forces conservatives, en l'occurrence une, et on va reprendre encore l'exemple bien connu maintenant de la chute libre. Donc par définition, un projectile en chute libre n'est soumis qu'à son propre poids vecteur P, je pense que maintenant vous commencez à le savoir. C'est un exemple encore très simple, mais il faut bien commencer par des choses simples avant de passer à des choses plus compliquées, justement dans le petit 2 on y reviendra.
On néglige du coup la force de frottement de l'air sur des faibles hauteurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'énergie cinétique EC croît, l'énergie potentielle de pesanteur EPP décroît. Mais vous notez, l'énergie mécanique reste constante. Alors, vous allez voir avec ce schéma, tout va s'éclairer. Je reprends mon petit objet, je le place ici à une hauteur h, d'accord? Donc il a une énergie potentielle de pesanteur. Je le lâche. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette chute? Eh bien, au départ, il n'a pas du tout d'énergie cinétique. Il n'a pas de vitesse, donc du coup, j'ai V égale 0, donc 1 demi de mv2 égale 0, du coup, il n'a pas d'énergie cinétique. Je représente cette énergie ici, vous voyez, je suis à 0 au départ, et en rouge ici, donc ça c'est EC. Par contre, mon énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentiellement que je peux libérer, elle est maximale. Vous êtes d'accord, à la fin de la chute, il n'y a plus d'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'il ne peut plus descendre plus bas. Vous voyez par exemple là je prends mon niveau 0 ici. Il atteint sa vitesse maximale juste avant que je le rattrape, donc du coup sa vitesse maximale ça veut dire son énergie cinétique maximale puisque j'ai bien 1 demi de mv2, donc si V est maximal alors EC va être maximal. C'est ce que je vois ici, vous voyez, j'ai EC qui augmente jusqu'à atteindre un maximum. EPP au départ, donc en bleu ici, alors là c'est EP mais vous pouvez rajouter, c'est bien EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est maximale et elle décroît jusqu'à atteindre 0. Et en fait, c'est une balance entre les deux réservoirs si on veut. Lorsque EPP décroît, justement, cette énergie potentielle elle se transforme en énergie cinétique. Et du coup, si vous faites la somme à chaque instant de ça, regardez si je fais par exemple là 0 plus ça, et ben ça me fait bien ce niveau-là. Si je me mets ici, je fais la somme de ça plus ça, une deuxième fois, quoi, mais ça me fait ça. Ça me fait ce niveau-là encore. Et bien c'est quoi la somme de EC plus EPP? On l'a défini juste au-dessus. C'est l'énergie mécanique, d'accord? Et s'il n'y a pas de frottement, si voilà, vraiment il n'y a que une chute libre, il n'y a que le poids P, et bien cette énergie mécanique, elle est constante, d'accord? Sans frottement, l'énergie mécanique est constante. C'est ce que je vous ai mis ici, il y a en réalité un échange d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur, comme le montre le graphe ci-contre, que je viens de vous montrer ici. Autre exemple, si on considère une balle située à t égale 0 secondes à une hauteur h, que l'on lâche sans vitesse initiale, on néglige tous les frottements, légendez le graphe suivant en indiquant EC, EPP et EM. Donc au lieu de prendre mon objet de tout à l'heure, je prends une balle qui va rebondir, je la lâche, et je néglige tous les frottements. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle rebondit comme ça, et elle remonte tout le temps à la même hauteur, d'accord? Il n'y a pas de frottement, donc du coup, il n'y a aucune perte d'énergie quand elle touche le sol, et elle remonte toujours à la même hauteur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de EC, EPP et EM? Eh bien voilà, j'ai une balance perpétuelle entre les deux, donc je vous avais demandé de légender ce schéma. Alors, l'énergie mécanique, elle est constante, donc ça c'est assez facile, c'est justement la somme des deux. Entre EC et EPP, il faut bien voir qu'au départ, l'objet il est sans vitesse initiale à une hauteur h, donc qu'est-ce qui va être égal à 0? Eh bien son énergie cinétique, c'est-à-dire que là, la courbe bleue, c'est l'énergie cinétique, elle est donc égale à 0, c'est bien ça. Ou EPP, elle est maximale, elle, l'énergie potentielle de pesanteur, et donc elle est ici. Donc ça c'est EPP, et une fois que j'ai touché le sol, la balle remonte, elle retombe à son niveau initial, enfin elle revient à son niveau initial de hauteur, elle retombe, etc., etc., et donc j'ai une balance comme ça perpétuelle. Voilà, donc ça c'est quand il n'y a aucun frottement, l'énergie mécanique se conserve, et j'ai une balance perpétuelle entre énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Je vous ai pris là des exemples comme ça assez faciles à comprendre. Il peut y en avoir plein d'autres. J'y reviendrai au cours des exercices que l'on fera ensuite. Voilà pour cette partie. Maintenant, petit 2, force non conservative, exemple du mouvement avec frottement. Alors, on va enfin justement parler un petit peu de ces frottements. Donc, si le travail de la force F considérée dépend du chemin suivi entre A et B, on dit que la force est non conservative. Donc ça, vous le notez bien. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Et on va prendre l'exemple du travail d'une force de frottement. Donc, un système en mouvement sur un support ou au sein d'un fluide est soumis à une action mécanique qui s'oppose au mouvement, modélisée par une force appelée force de frottement petit f. Donc ça, c'est vraiment le cas classique. Par exemple, vous êtes à vélo ou à pied, il y a du vent, et bien du coup, il y a une force de frottement. Il y a aussi du frottement par rapport au sol, d'accord? Vos pneus sur la route, vos chaussures sur la route. Pour un train, c'est les roues sur les rails, etc., etc. Comme cette force s'oppose au mouvement, d'accord? Donc les frottements s'opposent toujours au mouvement. Pour l'instant, on fait vraiment les cas simples si vous voulez.
mais sachez que c'est vraiment un domaine à part entière qui s'appelle la tribologie, si vous voulez aller voir sur Wikipédia. Mais pour nous, donc la force de frottement va toujours s'opposer au mouvement, et du coup, l'angle entre la force de frottement F et le déplacement AB, qu'est-ce qu'il va valoir? Eh bien 180 degrés. D'accord? Si je me déplace à vélo par là-bas, ok, donc ça c'est le déplacement par là-bas, le vent qui va me ralentir, bah, il va être dans l'autre sens, et du coup, entre ça et ça, j'ai quoi comme angle? Eh bien j'ai 180 degrés, toujours. Et du coup, le travail de cette force de frottement, c'est quoi? C'est moins FAB, puisque c'est F fois AB fois cosinus 180, et cosinus 180, c'est moins 1. D'accord? Donc ça me fait moins F fois AB. Du coup, en présence de forces non conservatives, l'énergie mécanique du système ne se conserve pas. D'accord? Donc quand il y a des frottements, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'énergie mécanique diminue, il y a dissipation d'énergie, il y a toujours échange d'énergie entre l'énergie cinétique et potentielle, mais celui-ci n'est que partiel. On reprend l'exemple de la balle située à t égale 0 à une hauteur h, que l'on lâche sans vitesse initiale. Sans négliger les frottements cette fois, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, quand on lâche une balle, bien évidemment, elle ne revient pas, à son niveau initial. Elle rebondit, elle revient un petit peu plus bas, etc., jusqu'à vraiment s'immobiliser sur le sol. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des frottements, il y a une perte d'énergie, déjà donc des frottements de l'air, mais surtout une dissipation lorsqu'elle touche le sol, donc ça se déforme, la balle se déforme, et il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur. Si vous le faites par exemple avec un ballon de basket, ça marche bien, puisque il rebondit assez bien. Prenez un ballon de basket et vous faites vraiment rebondir plein de fois comme ça au sol, et bien au bout d'un certain temps, si vous touchez le sol, il va être un petit peu chaud. Il y a vraiment une perte de chaleur. La balle aussi, le ballon de basket va être chaud. Donc qu'est-ce que ça donne si l'énergie mécanique ne se conserve pas? Eh bien ça donne un graphe comme ceci. D'accord? Ici vous mettez donc EM en rouge, donc la somme des deux qui va décroître comme ceci. EPP en bleu, d'accord? Et EC en jaune. Alors comment on fait pour distinguer les deux? Je rappelle, EPP elle est maximale au début, donc elle est bien en bleu ici. EC elle est minimale, elle est égale à 0, donc elle est bien en jaune ici. Donc comment relier ça à la réalité si on veut? T égale 0, j'ai EPP qui est maximal, donc qui est ici. Ensuite, quand EPP est égal à 0, donc à cet instant-là, j'ai mon énergie cinétique qui est maximale. Ça veut dire quoi que PP égale 0? Ça veut dire que la balle touche le sol. Donc ça, c'est vraiment le moment ici où elle touche le sol. Elle rebondit et elle arrive à une altitude H2, si on veut, qui est inférieure à l'altitude H de départ. D'accord? Qui est ici. Ensuite, elle retouche le sol, elle remonte un peu moins haut, etc., etc. Pendant ce temps-là, l'énergie cinétique diminue aussi, puisque comme le réservoir d'énergie diminue, et bien l'énergie cinétique diminue elle aussi. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Que la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc delta EM, la variation de l'énergie mécanique, d'accord, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? On va revenir sur ce cas simple, et puis on verra comment on généralise tout ça. Alors justement, si j'ai envie de calculer combien il y a eu de pertes en joules au niveau du premier rebond, quelle a été la valeur de la dissipation thermique, je rappelle, puisque les frottements de l'air sont vraiment très faibles pour ce cas-là. Donc quelle a été la valeur de la dissipation thermique, c'est-à-dire la perte en joules, en énergie thermique, lorsque j'ai touché le sol? Eh bien, j'ai simplement à regarder ici la différence entre là et là. Si je me place ici, je vais savoir qu'au bout d'un rebond, je vais avoir perdu ça moins ça. D'accord? Donc je lâche ma balle, elle tombe, elle remonte à une hauteur inférieure. Entre ces deux instants-là, j'ai perdu ceci. Alors est-ce que c'est dû au travail du poids? Ah non, on a dit que c'était quelque chose une force qui était conservative. Et ça veut dire que si justement je prends en compte que le poids, c'est ce qu'on a fait juste au-dessus, je n'ai pas de variation d'énergie mécanique, elle est constante. Par contre, si je prends en compte les forces non conservatives, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre du chemin suivi, et les frottements forcément dépendent du chemin suivi. Si je vous demande de traîner quelque chose sur 10 mètres ou sur 10 km, vous n'allez pas fournir la même énergie. C'est pas à cause du poids, c'est à cause des frottements. Vous allez devoir lutter contre les frottements beaucoup plus longtemps sur 10 km que sur 10 mètres. D'accord? De quoi va venir cette variation d'énergie mécanique? Eh bien, du travail des forces non conservatives, donc dans notre cas, là, les forces de frottement, d'accord,
C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que cette énergie mécanique va diminuer? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas constante? Eh bien, justement, le travail des forces de frottement. Puisque j'ai petit f scalaire AB, on a vu que le travail des forces de frottement c'était moins F, d'accord, fois AB. Donc j'ai bien quelque chose de négatif, j'ai bien une diminution, d'accord, de cette énergie mécanique. C'est-à-dire que j'ai un travail qui est résistant, ok, il résiste au mouvement. Et donc, on comprend bien maintenant d'où vient cette variation d'énergie mécanique. Si je n'ai que des forces conservatives, l'énergie mécanique est constante, d'accord. C'est-à-dire que quel que soit le chemin suivi, je ne vais pas avoir de perte d'énergie, j'ai pas de frottement, j'ai pas tout ça. Si par contre j'ai des frottements, on vient de le voir juste au-dessus, le travail d'une force de frottement c'est quoi? C'est moins FAB, donc c'est bien un travail qui est résistant, il va résister donc au mouvement, et du coup il va diminuer l'énergie mécanique de mon système, et ça veut bien dire que si je pars d'un niveau ici, je vais avoir une perte d'énergie mécanique, donc c'est bien ce que veut dire ceci. Et là vous allez me dire, bon très bien, mais à quoi ça sert tout ça? Quel est vraiment l'intérêt? Par exemple, sur votre chaîne de vélo, vous avez des frottements, hein, enfin, dans n'importe quelle chaîne, mais sur votre chaîne, quand vous pédalez, vous avez des frottements. Et on vous a peut-être déjà dit qu'il fallait mettre de l'huile sur votre chaîne de vélo pour bien l'entretenir. Alors, justement, on pourrait se dire, si je mets pas d'huile, ou si je mets de l'huile, qu'est-ce que ça change? On se doute bien qu'avec de l'huile, il va y avoir moins de frottement. Comment on peut vérifier ça? Eh ben, on fait ce genre de schéma. Alors c'est plus difficile parce que là c'est pas quelque chose qui est en chute libre, etc. Donc, mais on pourrait faire ce genre de schéma. Vous faites un premier test sans huile, vous faites quelques tours de roue, par exemple 1 km, et vous regardez quelle a été la perte d'énergie mécanique. Ça vous donne du coup la somme des travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire toutes les forces de frottement qui vous ont fait perdre de l'énergie. Vous refaites vraiment la même chose, mais avec de l'huile, 1 km, etc. Eh bien, vous verrez que là, vous avez eu moins de perte d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu moins de frottement. Et vous pouvez même comme ça étudier différents lubrifiants, donc de l'huile, différentes huiles, etc., faire différentes combinaisons. Et d'ailleurs, sachez qu'en fait, si on met de l'eau, ça marche mieux qu'avec de l'huile. D'accord? Il y a moins de pertes si vous mettez de l'eau sur votre chaîne que si vous mettez de l'huile. Mais je pense que vous savez que si vous mettez de l'eau sur quelque chose de métallique, de l'acier, il va rouiller, et donc c'est pas terrible d'avoir un vélo qui rouille. Voilà pourquoi on en reste à l'huile sur ces vélos. Voilà pour ce chapitre, n'hésitez pas à m'écrire sur l'ONT si vous avez des questions, et on se retrouve la semaine prochaine pour la correction des exercices.